Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public, le débat politique. Le CENSA, sans le rassemblement de Félix Tshisekedi, sans l'UNC de Vital Kamerhe, sans le MLC de Jean-Pierre Bemba, il y a de l'eau dans le gaz. On le sait, la corruption tire le pays vers le bas et les rapports des ONG internationales sur les enrichissements illicites des proches du président Kabila se succèdent et se ressemblent. Le dernier venant de Global Witness a été contesté par le ministre des Mines. À la clé, 750 millions de dollars dont on est son au trésor public. Dégringolade du franc congolais et ses effets. Quasiment 1700 francs congolais pour $1. Les fonctionnaires ont ajourné leur mouvement de grève. Autre polémique, c'est sur l'élection des gouverneurs. On dénonce des vices de procédure. Je suis avec Daniel Safou. C'est un confrère journaliste. Il se réclame opposant. Son journal, c'est Les Points Saillants Plus, très connu pour ses déclarations à l'emporte-pièce. Daniel Safou, bonsoir. Bonsoir. Yannick Tissola est avec nous, un habitué des lieux. Il est du PPRD, il est le vice-président de la Ligue des Jeunes, porte-parole des jeunes leaders. Yannick Tissola, bonsoir. Bonsoir, madame. D'abord, le sujet en images. En ce qui nous concerne, sa position était très attendue après l'installation le week-end des animateurs du Conseil national des suivis de l'accord. Le Front pour le respect de la Constitution, regroupement politique chapeauté par le MLC de Jean-Pierre Bemba, a dans une déclaration politique lue ce lundi récusé le président du CENSA nouvellement désigné. Le Front dénonce les caractères irréguliers du processus de désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord et récuse la personnalité désignée. Dans sa même déclaration politique, le Front dit renoncer au poste de vice-président lui confié par le délégué du CENSA. Le Front renonce au poste de vice-président lui confié et félicite ses délégués qui ont refusé de participer à cette mascarade en dénonçant dans la salle ces vaudevilles. Que deviendra alors le Conseil national des suivis de l'accord sans le Front pour le respect de la Constitution et l'Union pour la nation congolaise, ce parti cher à Vital Kamerhe qui, quelques heures seulement après la désignation de Lengankoy, affirme ne pas se sentir concerné par cette décision de mise en place du bureau du CENSA. Des positions et de points de vue que ne partage pas du tout le pouvoir. Se confiant à la presse, le porte-parole du gouvernement a estimé que la désignation des membres de cette institution s'est faite suivant la logique de l'accord du 31 décembre 2016. Dans cette nouvelle guéguerre politicienne, la question revient à nouveau. Que deviendra le CENSA sans le Front et l'UNC? En attendant les éléments de réponse, le gouvernement et la CENI continuent à attendre l'installation effective de cette institution pour ensemble siéger et se prononcer sur la tenue des prochaines élections en République démocratique du Congo. 750 millions de dollars américains de recettes minières détournées en 3 ans, ces révélations des Global Witness cachent une connotation politique et non économique selon le gouvernement congolais. À travers son ministre des Mines Martin Kabouloulou, ce rapport a été rejeté en bloc. Cette interprétation est manifestement erronée. Dans ce rapport, il y a plusieurs données qui ont la connotation politique. Les rapports de l'ITIE-RDC contiennent toutes les informations concernant les 750 millions de dollars qui auraient prétendument échappé au Trésor public. Donc, Global Witness, nous ne savons si elle a lu certainement à l'envers les informations contenues dans les rapports. Position quasi similaire du côté de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive. L'ITIE va même plus loin en dénonçant un vice de procédure dans la publication de ce rapport. Je m'en vais ici exprimer une protestation parce que nous avons reçu le document sous nos yeux. Nous l'avons reçu le vendredi 21 au même moment que tout le public. Il fallait que John Peter, avec l'organisation,
nous transmettre ces documents pour nous demander si ce qu'ils avaient publié en tant que données des rapports ITIE étaient exacts et interprétés dans leur sens. Mauvaise interprétation des données, selon l'ITIE, qui, grâce aux éléments étant à sa possession, a démontré que les 750 millions de dollars sont bel et bien passés par les régies financières de l'État. En dépit de quelques difficultés en matière de bonne gouvernance, la République démocratique du Congo, au regard de la performance enregistrée jusqu'ici dans le secteur extractif, entend maintenir cet élan. Merci Feza et Guilain pour ces reportages comme on les aime. Yannick Kisola, un CENSA sans le RASOP limité, sans l'UNC de Vital Kamere, sans le MLC de Jean-Pierre Bemba, il y a de l'eau dans le gaz. Madame, je voudrais d'abord saluer la désignation des animateurs du CENSA. C'est une étape importante dans le processus électoral parce que, comme vous le savez, cette institution va jouer un rôle important dans le cadre du suivi du processus, dans le cadre du suivi du processus électoral, dans le cadre du suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc, nous n'allons pas, nous, entrer, nous, la majorité présidentielle ou le pouvoir, le parti du peuple, nous n'allons pas entrer dans cette guéguerre qui ne traduit que une certaine surestimation de certains leaders politiques. En fait, c'est une guerre d'ego. Nous n'allons pas entrer dans ça, nous. Nous sommes fixés sur les principes. Le principe, c'est que cette structure est dirigée par un membre de l'opposition, Olenga Nkoy, et membre de l'opposition et du Rassemblement également. Et donc, nous attendons que ce CENSA ait une loi organique qui pourra permettre à ce que ces animateurs puissent travailler parce que nous voulons aller droit vers les élections. Daniel Safou, pour Yannick Kisola, c'est rien d'autre qu'une guerre d'ego. Merci beaucoup. En fait, c'est regrettable pour notre pays. Je ne cesserai jamais de le dire. Kabila a pris goût de fabriquer ses propres opposants, de fabriquer ses propres journalistes, de fabriquer sa propre société civile. Kabila n'a plus goût. Il veut donner l'impression aux gens, au niveau de la forme, que réellement, il travaille avec l'opposition, mais il travaille avec ses propres amis. Jusqu'à récemment, Joseph Olenga Nkoy était dans l'opposition, en bonne entente avec Félix Tshisekedi et tous les autres. Oui, madame, en fait, on est victime d'une certaine irrationalité, on est victime du cache-cache politicien. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un se pointe, il s'est dit « je suis opposant ». Nous avons vu Olenga Nkoy prendre part aux concertations politiques. Il a répondu à l'appel de Kabila. Là, des gens commençaient à douter sur lui. Là, je ne suis pas là. Il n'a jamais été opposant. Il s'est fait cacher opposant. Maintenant, il s'est dévoilé. On a compris qu'il n'est pas opposant. Je vous donne un élément pour montrer à suffisance qu'il n'est pas opposant. Avant qu'il soit nommé, je ne parle pas de la désignation. Ça, c'est Kabila qui nomme. Je ne parle pas de la désignation. Avant qu'il soit nommé par Kabila, Olenga Nkoy a tenu un mini-meeting où il a, n'est-ce pas, soutenu les propos, n'est-ce pas, tenus par Nanga pour dire qu'il y aura élection en 2000, n'est-ce pas, 18. C'est grave. Lui qui est appelé, n'est-ce pas, à collaborer avec la CENI, les gouvernements pour dégager un calendrier électoral, déjà il se prononce. Ceci déjà prouve à suffisance combien il est en connivence avec Kabila. Parce qu'en fait, il faut reconnaître, Kabila a des stratégies, les mensonges et la corruption. Ça, il faut reconnaître. Je me chuter par là. Olenga Nkoy, c'est un chien de chasse. C'est pas un politique aguerri. Ça, c'est des propos blessants. Ce sont pas des propos blessants. Je vais te démontrer. Depuis l'époque de Mobutu, Olenga Nkoy était chargé de jeter des tracts. Je reviens dans son poids politique. Vous êtes carrément malveillant là. Non, je reviens dans son poids politique. Olenga Nkoy a un parti politique. Il a combien de députés? Il n'a qu'un seul député qui est son petit frère, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est au gouvernement. Olenga Nkoy a postulé ici à Kinshasa, particulièrement dans la circonscription de Tchango. Il n'a pas été élu. Donc, il n'a aucun poids politique, n'est-ce pas, pour assumer toute une responsabilité qui engage la destinée du pays. Ça, c'est un de deux. L'accord qui sous-tend, n'est-ce pas, Olenga Nkoy comme étant le président du CENSA, c'est pas cet accord-là. Ça, c'est l'accord de Kabila. C'est un accord tricoté. Vous avez vu la réaction de l'Église catholique qui constitue la caution morale de cet accord. Où est passée l'Église catholique? Donc, on peut déduire, c'est l'accord de Kabila. Ça n'a rien à voir avec l'accord où on trouve la caution morale de l'Église catholique. Okay. Alors, le personnage d'Olenga Nkoy est très controversé, d'autant que c'est un poste taillé sur mesure pour Etienne Tshisekedi qui a un statut comme personne. Aujourd'hui, le CENSA
est dirigé par un membre de l'opposition. Un membre de l'opposition du Rassemblement également. Qui donne l'identité à l'opposition? Qui définit que tel est opposant et tel autre? Ce ne sont pas les citoyens qui doivent le dire, c'est la loi qui le dit. La loi dit ceci. Et dans l'opposition, les partis ou regroupements politiques qui ne font pas partie du gouvernement. Et donc, jusqu'à ce jour, personne ne peut me dire que cette loi a été modifiée. Et donc, il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on dise... Et quand Thomas Lokondo dénonce également une vice de procédure. Il ne faudrait pas aujourd'hui, madame, que l'on puisse... Mais la majorité est une majorité démocratique. Chez nous, nous acceptons que des débats d'idées, qu'il y ait des gens qui aient des avis contraires. Il ne faudrait pas aujourd'hui, puisque quelqu'un a infirmé ou confirmé les propos de Corneille Nangaa, qu'on le traite de pas contre la CI. L'opposition, c'est par rapport au gouvernement. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une opposition qui s'oppose à tout, jusqu'à s'opposer un jour à leur propre ombre. Moi, je voudrais que l'on reste dans les principes. Les principes, c'est que nous avons un membre de l'opposition qui dirige cette institution et nous voulons aller droit vers les élections. Ou bien on voudrait bloquer cette institution parce qu'on a peur des élections, ou encore on voudrait carrément, on ne veut rien du tout. Mais moi, je pense que cette façon de faire, cette politique de la chaise vide, parce que apparemment il y a une certaine classe politique qui n'a pas tiré les erreurs des leçons du passé, les leçons des erreurs du passé, et voilà pourquoi elle commet les mêmes erreurs. Alors quand Vital Kamerhe appelle à une union sacrée avec le Rassemblement limité, ça veut dire quoi pour vous? La voie de la raison. La voie de la raison. Il est parti de la déraison à la raison. Il est parti de l'irrationalité à la rationalité. Donc c'est un homme encouragé. Il a choisi la lumière au lieu du ténèbre. J'aimerais partir et contredire un peu mon ami. Ça, c'est le langage que je trouve chez les jeunes du PPRD. L'opposition s'oppose à tout. Non, l'opposition s'oppose, n'est-ce pas, à l'inconstitutionnalité. Il ne s'oppose pas à tout. Il s'oppose au respect, n'est-ce pas, de la Constitution. Le pouvoir de Kabila s'est arrêté le 19 décembre 2016 à 0 heure. Il cessait d'être président de la République. Le monde et l'Église, constatant que le peuple allait régler les comptes, n'est-ce pas, au régime de Kabila, au nom de la paix, il y a eu accord. L'accord qu'il est en train de tricoter, ce n'est pas l'accord où on trouve la présence des évêques, c'est l'accord de Kabila lui-même. Si Selemasi, c'était l'accord, n'est-ce pas, du centre interdiocésain, on trouverait les évêques, n'est-ce pas, là où, n'est-ce pas, se faisait la signature pour, n'est-ce pas, nommer Olinga. Un autre élément, laissez-moi, madame, laissez-moi terminer. C'est très important. Du moment où il n'y a pas la caution morale de l'Église catholique... Ça, vous l'avez déjà dit. Je l'ai déjà dit. Mais madame, je crois que quand on répond, on doit répondre avec harmonie. Mais pas se répéter, parce que c'est ennuyeux qu'on se répète. Vous l'avez déjà dit que c'est sans caution des évêques catholiques. On l'avait compris. Je dis encore. Comme je l'ai répété, je n'ai plus. Dites autre chose. Dites autre chose. Parce que là, on se répète là. Alors, l'épine dans le pied justement de la CENI et du gouvernement, c'est l'organisation des élections. On a un calendrier qui manque à l'appel, hein, et c'est ça, comment on dit, le nœud du problème. C'est ça le casus belli. Oui, madame. L'absence du calendrier, c'est le casus belli. Vous savez que nous avons là une opposition qui voudrait qu'on respecte la Constitution. Vous savez que dans cet accord, les parties prenantes ont pris l'engagement de respecter la Constitution. Et donc, une opposition qui voudrait qu'on respecte la Constitution, mais elle voudrait empiéter à l'indépendance de la CENI. La compétence de pouvoir nous donner, nous fournir un calendrier. Une CENI qu'on accuse d'être manipulée justement par le pouvoir. Non, madame, la CENI est une institution congénitalement consensuelle. On lui reproche. Parce que cette CENI, il ne faudrait pas confondre la CENI à la personne de M. Nangaa. Corneille Nangaa n'est que président du bureau. La CENI a deux organes. La CENI a deux organes. Ces deux organes, c'est l'Assemblée plénière où nous trouvons la majorité, l'opposition et la société civile. Et nous avons le bureau qui est l'organe d'exécution. Et donc, pour avoir le calendrier, l'accord dit qu'il faudrait qu'il y ait une évaluation entre le CENSA et le gouvernement par rapport, parce que nous avons déjà un calendrier, il faut le dire, nous avons un calendrier qui est en souffrance. Le récent calendrier qui avait été publié par la CENI et qui avait été traité d'indigeste par l'opposition, ce calendrier est encore en souffrance. La date du 31 décembre, que d'aucuns voudraient s'accrocher comme une date fatidique, ce n'est pas une date qui a été proclamée par la CENI, c'est une date des politiques. Et aujourd'hui, les politiques ne doivent pas empiéter à l'indépendance de la CENI.
CENI. Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons dans un pays où on se réveille le matin, l'association des chauffeurs sort une date, demain les médecins sortent une date, après demain les infirmiers. Nous devons attendre que la CENI puisse nous sortir un calendrier. Ce que nous appelons, ce que nous voulons demander aux acteurs politiques, au lieu de préparer le lit de la contestation, parce qu'ils commencent déjà à préparer le lit de la contestation, nous voulons qu'ils se préparent aux élections. Nous sommes en pleine révision du fichier électoral à Kinshasa. Est-ce que vous avez vu les leaders d'opposition? Ils ne le font pas. Ils veulent la contester. Et voilà pourquoi je dis notre opposition s'oppose à tout. Alors ce calendrier, Daniel Safou, c'est le casus belli. Et Aniki Sola l'a dit, selon les textes, le calendrier devait être le fruit d'une concertation entre le CENSA, la CENI et le gouvernement. Merci beaucoup. Soyons clairs vis-à-vis de nous-mêmes. Je crois que vous allez m'accorder le même timing avec mon co-débatteur. La date du 31, c'est la date qu'on trouve dans la Constitution. Ça, tu ne le sais pas. Je t'informe. C'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution, mon frère. Il faut faire attention. Je reviens quand vous parlez de la CENI. C'est quoi la CENI? Je vous ai dit tantôt que Kabila fabrique ses propres histoires. Nanga, c'est qui? Nanga, c'est les fruits des Marini Bodo. Nanga, c'est qui? C'est celui qui a travaillé avec Malou Malou. Peut-être les gens ne le savent pas. Pour ceux qui nous suivent, il a travaillé avec Malou Malou. Nanga, c'est qui? Nanga, c'est celui-là qui est au service des Kabila. Il faut qu'on se le dise. Madame, je vous fais voir quelque chose de très grave. Quand vous parlez des fichiers électoraux, que ces fichiers corrompus, c'est faux, madame. Je crois que vous êtes fait enrôler. Quand vous allez vous faire enrôler, vous donnez les noms. Pas encore. Allez vous faire enrôler. Il y a tellement de longues files ne que me ça contredis pas, aidez-moi à parler, madame. C'est comme si vous donnez l'avantage à celui-là. Non. Donnez-moi mon temps, madame. Daniel Safou, non, vous aurez tout votre temps. Mais tu détruis ma cohérence d'idée. Ah d'accord, pardon. Tu n'es pas là pour me contredire. C'est lui qui doit me contredire. J'ai juste dit que je ne me suis pas encore fait enrôler. Voilà. Je voulais vous faire voir quelque chose et ceux qui nous suivent peuvent regarder. Quand vous allez vous faire enrôler, tu donnes les noms, tu donnes ta carte d'électeur de 2011, ça réapparaît dans les fichiers. Vous comprenez? Ça veut dire que le fichier de 2011 est intact. Ça, c'est déjà une forme de tricherie. Nanga semblait nous dire que ce fichier a été corrompu. Le Congo manque $40 pour un virus. Vous comprenez? Devant protéger, n'est-ce pas, les fichiers électoraux. Ça, c'est de 1. Et les nouveaux majeurs De 2. Non. Que ce soit les nouveaux majeurs ou quoi. Les problèmes ne se situent pas à ce niveau-là. Les problèmes se situent au niveau du respect, du timing. Madame, Nanga est tenté de fonctionner avec les émotions. J'entends par émotion. Les émotions. Les émotions. Ce n'est pas un caractère scientifique. Le caractère scientifique, lorsqu'il va nous amener les calendriers, nous savons, n'est-ce pas, fonctionner avec les timings. Nous partons du point A, nous allons au point B. Mais les émotions, c'est quoi? Nous n'avons pas les calendriers. Il enrôle les gens. On ne sait pas ça va terminer quand et qu'on sort. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un caractère scientifique. Il nous amène les calendriers où on s'est dispatché le temps et ça va se terminer quand, ça va commencer quand. Il n'y a pas, n'est-ce pas, les timings. On est dans les émotions. Mais maintenant que le CENSA a été mis en place, ça veut dire qu'on aura un calendrier d'ici là, parce qu'on attendait le CENSA pour cette réunion gouvernement CENI-CENSA. Madame, au-delà de... Or, le CENSA, il est très contesté. Là, c'est le CENSA monté, créé par Kabila. Ça n'a rien à voir avec l'accord, n'est-ce pas, du centre interdit. Ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir d'un calendrier dans les prochains jours. Il n'y en a pas. C'est une aventure montée par la majorité présidentielle. J'en arrive, madame. Je te donne une information. Harry Mova, son secrétaire général du PPRD, on est à Kitambousi dans un meeting. Balakin, Samiola Yakitorobete Dada. Ce qui a longué, il trahit la stratégie machiavélique, n'est-ce pas, du PPRD de la majorité présidentielle. Vous comprenez? Donc, prendre l'engankoy, comme je l'ai dit tantôt, c'est un chien de chasse, c'est une expression politique. Du moment où il parle de l'élégance, ce sont les lois, cette loi-là n'existe pas, la Constitution n'existe plus, qu'on les sache. La Constitution a été, n'est-ce pas, mise à côté. Là, on devient quoi? Alors, un État voyou Mais nous sommes un État voyou, l'État congolais n'existe. Nous sommes dans une situation de non-État, qu'on se le dise. Nous sommes dans une situation de non-État. Nous sommes en pleine inconstitutionnalité. Et l'inconstitutionnalité produit l'inconstitutionnalité. Il peut parler maintenant. Terminer, madame. Il peut parler maintenant. Laissez-moi, je suis en train de voir mes minutes. Je suis dans mes minutes. C'est plus que lui, là. À un moment donné, je me suis arrêté. Je lui ai accordé la parole. Je vous fais voir un aspect très important, madame. Très important cet aspect. Je disais tantôt, on est dans une situation de non-État. L'État n'existe plus. Je vous ai dit tantôt. Regardez, madame, les CENSA créés par Kabila, qui devraient, n'est-ce pas, fonctionner dans les soucis de dégager les calendriers électoraux en connivence avec la CENI et les gouvernements, ça n'ira pas. D'abord, ça c'est un. De deux, l'État n'a pas de moyens. Qu'on se le dise. Nous sommes en cessation de paiement. Il n'y a pas de moyens.
Dans les jours à venir, les fonctionnaires ne seront plus payés. Il n'y a pas de moyens. J'ai dit dans cette émission qu'Olenga Koyi, c'était un chien de chasse. C'est une expression politique. Ça veut dire quoi? Un chien de chasse, ce n'est pas un leader. Souvenez-vous, à l'époque, c'est Olenga Koyi qui jetait les tracts. C'est lui qui criait c'est un chien de chasse. Kabila veut faire de lui un leader. Même à l'époque de Mobutu, Mobutu ne l'avait pas fait. À l'époque, il était leader. Oui. Hein, quand il n'est pas un leader, madame, c'est démontrable. Dans son parti, il n'a qu'un député. Lui-même était candidat, il n'a pas été élu. Ce n'est pas un leader. Un autre élément, je vais conclure. Là, vous abusez. Non, je conclue pas. Là, vous abusez. Non, je conclue. Vous abusez. Là, vous abusez. Un autre élément, il se pose un problème d'instruction. Vous et moi, nous savons qu'Olenga Koyi a des insuffisances intellectuelles. Je conclue pas. Vous pouvez le prouver? Je le prouve. Je le prouve. Il n'y a pas longtemps, il souhaitait bon anniversaire. On dit bon anniversaire. Il n'est pas bon seul. Anniversaire. Il n'est pas le seul. Hein. C'est grave comme erreur. Il n'est pas le seul. Non, seul anniversaire, c'est masculin. Il a des insuffisances intellectuelles. Parmi les leaders, c'est pas le seul hein, à avoir moi, j'ai constaté. Tu peux citer Madame, Débriefing est une émission de qualité. Et nous avons des millions de téléspectateurs. Là, je voudrais, s'il vous plaît, épargnez-nous un homme de qualité, monsieur. Daniel Safou, épargnez-nous. Tu n'es pas une valeur, je te l'ai dit. Épargnez-nous. Donne tes idées. Si tu cherches à me contredire, je vais te Daniel Safou, épargnez-nous. Donne tes idées à toi. S'il vous plaît. Je commence un briefing, c'est une émission d'élégance. Madame, je te plouerai à plus Madame Amina. Pas de leçon de morale. Madame Amina. Madame Amina. Donne ton point de vue. Madame Amina. Pas de jugement de valeur, pas de leçon de morale. Je ne veux pas suivre Monsieur Safou dans un débat d'égout parce qu'il va me gagner. On reste sur les sujets, sur les thématiques. Je ne veux pas le suivre dans un débat d'égout parce qu'il va me gagner par expérience. Moi, je vais élever le débat. Je vais élever le débat parce que je ne suis pas venu au calendrier pour faire un guerre au sein de ça. Pour lui, Olenga Koyi manque totalement d'instructions. C'est ça que je dis, madame. Voilà. Ce débat d'égout, il me gagnera par expérience. Je ne veux pas le suivre dans les égouts. Je voudrais que vous puissiez me poser une question réfléchie et je répondrai. Je ne voudrais pas faire une guerre, une discussion sur des personnes. En tout cas, madame, j'attends que vous me posiez une question réfléchie. Ah d'accord, on va y aller alors sur ces détournements de fonds dénoncés par Global Witness. On est dans tout à fait autre chose. Et cette sorte de droit de réponse du ministre des Mines, non, il n'y a jamais eu un détournement de 750 millions de dollars de recettes des mines sur 3 ans. Madame, vous savez, on est habitué à des rapports. Vous savez qu'il y avait des rapports des Nations Unies, des rapports sur l'existence des armes nucléaires en Irak. Vous vous souviendrez que ces rapports ont fondé l'intervention des États-Unis en Irak. On a même pendu un président en fonction. Il y a eu des rapports aussi sur la Libye. Il y a eu des rapports. En fait, les rapports, madame, nous les connaissons. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes dans un complot international et nous savons d'où ça vient, nous savons qui les produit. En fait, ils ne visent qu'une seule chose, c'est ternir l'image de la République, c'est ternir l'image du gouvernement. Nous avons dans ce pays une justice. Cette justice, s'il y a détournement, cette justice va faire son travail. La corruption, parlons-en. Le chef de l'État l'a dit le 5 décembre lors de son message à la nation. Il existe exactement la corruption, mais dans tout le monde, dans tous les pays du monde, voulais-je dire, aux États-Unis, vous suivez des scandales de corruption. Nous demandons notre justice qui est indépendante de pouvoir poursuivre aussi. Il s'avère que des personnalités où il s'avère que des citoyens congolais sont versés dans la corruption. Mais je ne suis pas, moi, confiant par rapport à tous ces rapports qui sont produits à Los Angeles ou à Paris ou à Londres. Je pense que tout cela, c'est juste dans le sens de pouvoir ternir l'image de ce pays et cela est vraiment regrettable au XXIe siècle. Le ministre des Mines a balayé d'un revers de la main ces accusations de Global Witness. On l'a vu dans la conférence de presse. Avant que je réponde à votre question, je voulais relever les infirmités, les incohérences que je viens d'écouter tout de suite. Il dit ceci, nous sommes devant un complot international. Monsieur, Kabila en 2001 devient président, c'est la communauté internationale, toi qui es du PPRD. Il faut acclamer pour la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui fait de Kabila président de la République en 2001. Il n'y a pas eu élection, monsieur. À ce moment, il n'y avait pas complot international. Monsieur, l'image du pays, c'est nous-mêmes, c'est Kabila et sa famille politique. Je vous montre, madame, avant que je réponde à cette question. Le malheur du peuple congolais remonte quand? Le malheur du peuple congolais remonte lorsque nous bradons nos carrés miniers. Et madame, même si vous êtes un journaliste d'investigation, tu ne sauras nulle part
où Matata est tenté de voler. Mais c'est ça, madame. C'est-à-dire que nous vendons nos carrés miniers à vil prix, à 200 millions, et l'acheteur revend à 650 millions. Le Fonds monétaire international, FMI, les institutions de Bretton Woods vont se retirer. N'oubliez pas à ce moment-là, notre budget, n'est-ce pas, bénéficiait d'appui budgétaire, n'est-ce pas, des institutions de Bretton Woods. Donc il y avait un appui de 50% du budget. Et lorsque ces institutions se sont retirées, le Congo est déboussolé. Nous ne savons plus où nous sommes. Regardez la dépréciation de la monnaie. Lui qui est du PPRD, c'est grave quand il vient dans les débats pareils. Vous devez voir ces éléments. La dépréciation de la monnaie, c'est grave. La vie sociale aujourd'hui, c'est grave. La discrimination salariale, c'est grave. Il fait allusion de la justice. Il y a la justice dans ces pays. Une justice qu'on utilise pour faire arrêter les gens pour du montage. Il n'y a pas la justice dans ces pays, monsieur. Toi qui es du PPRD, il n'y a pas la justice. Madame, je reviens maintenant par rapport à ces rapports. C'est un rapport vrai. Ce monsieur-là, Kaboulou, qui j'appelle le ministre permanent, depuis que le régime a commencé, il est toujours le ministre, n'est-ce pas, des mines, permanent, parce qu'il est dans la mafia. Nous avons constaté le bradage de nos carrés miniers. Et ce bradage a entraîné une crise aujourd'hui. On va vous dire que non, il y a la crise au niveau du monde. Mais non. Les institutions de Bretton Woods prévoient, n'est-ce pas, un encadrement, un appui budgétaire par rapport à la crise pour que vous ne puissiez pas, n'est-ce pas, descendre jusqu'en bas. L'affaire des contrats léonais avait été réglée, non? Réglée par rapport à quoi? Je ne parle pas de ces affaires. Avec la réforme du code minier, etc. Non, on a dit... Et cette réforme a été déjà faite. On a un problème sérieux. La réforme n'a jamais eu lieu jusqu'à preuve du contraire. S'il y a eu réforme, on n'aurait pas bradé nos carrés miniers. C'est là l'échec du gouvernement Matata. C'est là l'échec, n'est-ce pas, du régime de Kabila. En fait, on est tombé dans la corruption. Et laquelle corruption a conduit à ce que nous sommes plus à mesure, n'est-ce pas, d'encadrer notre économie. L'économie, n'est-ce pas, congolaise, n'existe plus. Nous sommes en pleine cessation de paiement. Il n'y a plus rien là. Donc, à la longue, les fonctionnaires, les médecins, les magistrats, les enseignants, tous vont aller en grève. Oui, on va parler de la grève en perspective tout à l'heure. Notre économie, elle est basée sur les mines. On a longtemps appelé à la diversification de l'économie, mais ça tarde à venir. Pour terminer sur ce sujet, l'AMP reproche aux médias occidentaux qui ont fait de ces rapports leur chaud gras, d'exploiter à peine la réaction des officiels congolais. Madame, je voudrais encore dire une chose. Vous savez que aujourd'hui on reproche au président Kabila et au gouvernement Matata tout simplement parce que ce gouvernement a orienté sa coopération avec la Chine. On parle de bradage des carrés miniers. Il n'y a jamais eu bradage. Il y a eu joint venture entre la GECAMINE, des sociétés minières, des sociétés étrangères qui sont venues en bon et due forme et qui ont signé avec la GECAMINE. Nous avons dans le Katanga, dans l'ex-Grand Katanga, à Kolwezi, dans le Haut-Katanga, nous avons des sociétés minières qui sont en joint venture avec la GECAMINE et qui ont même résorbé le chômage des jeunes. Parce qu'il y a plusieurs jeunes ingénieurs qui ont fini à l'UNILOU et partout ailleurs qui sont engagés dans ces entreprises. En fait, le problème qu'il y a, c'est quoi? Le problème qu'il y a, c'est que la communauté, je veux dire plutôt les pays, certains pays de l'Europe et des États-Unis ne voient pas d'un bon œil le contrat chinois, ne voient pas d'un bon œil cette coopération qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons des routes, qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons des ponts, qui a fait qu'aujourd'hui nous modernisions notre ville. C'est ça le problème, c'est ça le vrai problème. On voudrait parler du FMI et de la Banque mondiale, madame. Citez-moi un seul pays que ces institutions ont développé. C'est vrai que ces institutions peuvent vous appuyer sur le plan budgétaire, mais ces institutions viennent avec un dictat dans le domaine politique. C'est ça que nous refusons. C'est ça que nous refusons parce que Bruno Tshibala a écrit au FMI pour demander de l'argent. Oui, madame. Nous sommes sujets du droit international. Nous sommes en tant que République démocratique du Congo. Nous avons le droit d'avoir. Et l'adage dit que c'est celui qui paye qui commande. Non, madame. Il s'agit d'un appui budgétaire. Mais dès lors que cet appui budgétaire se transforme en un dictat, nous refusons. Et je voudrais aussi dire une chose à monsieur Daniel Safou, que moi je vous vois parce que je le respecte. Je voudrais dire tout simplement que les prédictions machiavéliques et des prédictions apocalyptiques, soi-disant que les fonctionnaires ne seront pas payés, les médecins et infirmiers et autres, je pense que cela, la République n'en a pas besoin. Nous sommes en
train de résoudre des problèmes importants. Aujourd'hui, par rapport à l'amélioration ou à l'adaptation des salaires, il y a un dialogue social qui a déjà été amorcé, et je crois que les syndicats n'ont pas déserté la table du dialogue. C'est ça le plus important. Donc je voudrais que M. Daniel Safou, que je vous voie, puisse rester dans les grandes lignes, je vous dis, dans les questions importantes, plutôt que d'être dans un acharnement sur le président Kabila qui n'est pas de bon augure. Daniel Safou, justement, je ne sais pas si c'est des prophéties de malheur. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, les fonctionnaires estiment qu'ils sont mal payés. Ils ne sont pas payés. C'est pas qu'ils sont payés, mais ils sont mal payés. Ils réclament des réajustements de leur salaire. Le gouvernement leur a promis que ça sera fait le mois prochain. Ils attendaient ce mois de juillet et ils ont ajourné leur mouvement de grève pendant ce temps. Les médecins et les infirmiers, déjà dans les hôpitaux publics, sont en grève. Et ça vous arrange, vous, à l'opposition, qui projetez des actions de désobéissance civile pour faire pression sur le pouvoir? Avant que je te réponde, je constate ce qu'on appelle en philosophie l'autodestruction pragmatique. Le sujet se dévoile lui-même par ses propres arguments. Madame, il venait de dire aucun pays du monde n'a été développé par les institutions de Bretton Woods. Quand vous lui posez la question, il ne sait pas. Quand vous venez dans un tel plateau, il faut vous informer. Tchibala a écrit aux institutions de Bretton Woods, voir dans quelle mesure on pourrait nous assister. Monsieur, je te dis ceci, sans les programmes, avec les FMI, ce pays va se sombrer dans un sombrero. Ça, je te le dis. Ne viens pas en péperler pour raconter les choses. Soyez objectifs, il faut avoir l'information. Le gouvernement a écrit et le FMI a répondu tout à l'heure demandant, n'est-ce pas, la bonne gouvernance, le respect de l'accord. Voilà les préalables pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à nous assister. Sinon, nous sommes dans un gouffre sans fond. On passe à ces grèves en perspective. Madame, je l'ai dit tantôt, c'est l'élite congolaise qui va sauver ces pays d'ici là. C'est-à-dire la résistance, n'est-ce pas, de tous ces fonctionnaires, les médecins, les magistrats, ils vont sauver ces pays. Parce qu'on a l'impression, c'est comme si, en l'écoutant parler, c'est comme si les choses marchent. Rien ne marche. On est bloqué. Bloqué. Le gouvernement est bloqué. Lui, il est du PPRD. Les choses ne marchent pas. Tous ces ministres n'ont pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, on est bloqué. Ça m'étonne, jeune, intelligent, PPRDien, il vient, il dit non, on ne doit pas compter que les pays qui étaient déjà développés par les gestions de Bretton Woods. Messieurs, le plus grand mérite de Kabila quand il arrive au pouvoir en 2001, il fait la relance de l'économie. Il fait la relance de l'économie. Vous devez le savoir, vous le défendez mal, PPRD. Il fait la relance de l'économie. C'est lui seul, Kabila, qui nous met, n'est-ce pas, en harmonie avec les institutions de Bretton Woods. C'est le plus grand, c'est la plus grande réussite de Kabila. Vous les défendez mal, parce que vous n'avez pas l'information. Quand on arrive un peu plus tard, j'aimerais terminer. C'est quoi le couac? Il a parlé du contrat chinois, mais c'est en 2005 avec, n'est-ce pas, c'est en 2006, ces contrats chinois n'ont pas été réajustés, n'ont pas été bien engagés. Ces contrats chinois, c'est là où les gens se sont pris de l'argent au niveau de la majorité présidentielle. Tu n'as pas l'information. Mais je suis, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de 2001, Kabila relance l'économie du pays. Nous avons trouvé un bouffée d'oxygène dans ce pays, en 2001. Il nous met sur les rails. Mais un peu plus tard, lui-même, Kabila et sa famille politique, ils vont détruire l'œuvre qu'ils avaient conçue. C'est-à-dire quoi? La mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Les institutions de Bretton Woods ne nous demandent qu'une seule chose, la bonne gouvernance. Madame, lui qui est du PPRD, c'est le régime de Kabila. Il y a la bonne gouvernance? Non. Il y a la corruption? Oui. Il y a les mensonges? Oui. Il y a le respect des droits de l'homme? Non. Voilà autant de choses qui vont, n'est-ce pas, nous plonger dans un malheur où on ne sait pas s'en sortir aujourd'hui. Le gouvernement, quand il écrit, on a répondu, les FMI a répondu, Christine Lagarde a répondu. Respectez, n'est-ce pas, l'accord, les arrangements politiques que vous avez dans votre pays, la stabilité politique, avant tout, et nous allons, n'est-ce pas, intervenir. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a l'instabilité politique. Kabila continue, n'est-ce pas, à créer des crises, en nommant Lengakoui, qui je disais tantôt un chien de chasse, qui n'a pas une instruction adéquate, au sommet d'une grande institution devant engager la destinée du pays. Je regrette. On va terminer avec l'élection des vice-gouverneurs. Il nous reste quoi, 5 minutes 10 minutes. L'élection des gouverneurs aussi qui fait très polémique, notamment au Olomami et au Katanga, c'est ça. Il y a des arrêts de la Cour constitutionnelle.
Oui, madame. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire à mon ami, à mon frère. Non, je ne vais pas m'en prendre. S'il vous plaît. Il n'y a pas s'il vous plaît. Monsieur Daniel Safou, nous ne sommes pas dans un marché. Nous sommes sur un plateau de télévision. Nous ne sommes pas dans un marché où nous allons parler tous au même moment. Nous sommes sur un plateau de télévision de grande valeur et je crois qu'il faudrait qu'on fasse la part des choses. Monsieur Daniel Safou, que je respecte et que je ne tutoie pas, je voudrais dire ceci, que l'opposition, on ne qualifie pas une opposition par rapport au nombre d'insultes ou au nombre d'injures que l'on préfère. Je pense que je crois. Là, vous voulez vous confondre aux gens. Vous savez que le temps de parole est très inéquitable. Hein. Daniel Safou, vous avez parlé plus longuement que Yannick Kisola. Laissez-les un tout petit peu de répit pour qu'il se fasse entendre. Vous avez compris qu'il voudrait utiliser une arme que je n'utiliserai jamais, c'est-à-dire m'embrouiller quand je voudrais parler. Je voudrais tout simplement dire une chose, c'est que l'opposition, ce n'est pas par le nombre d'insultes. L'opposition, je viens de le dire, c'est par rapport à la loi. On s'oppose à un gouvernement. Et ça, c'est une leçon importante. Il faudrait que notre opposition puisse ingurgiter. Parce que jusque-là, notre opposition pense que pour être opposant, il faut insulter. Pour être opposant, il faut être impoli. Je voudrais dire une autre chose. Par rapport à l'élection des gouverneurs. On a l'impression qu'il y a des embrouilles là. Non, madame, nous avons des gouverneurs qui ne sont plus... au Katanga. Nous avons des gouverneurs... Prenons le cas du Haut-Katanga. Le cas du Haut-Katanga, madame, c'est que nous sommes là dans le cas d'un empêchement. Il y a eu un empêchement définitif de monsieur Kazembe qui conduit justement à la cessation de ses fonctions. Par la Cour constitutionnelle. Non, la Cour constitutionnelle l'a réhabilité, mais le secrétaire général, le parti du peuple, mon parti, elle a eu à retirer la confiance. Le Haut-Katanga a normalement. Madame, le Haut-Katanga a une décision. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, madame? Si vous me donnez 2 minutes, je pose une question. Est-ce qu'une décision du parti a le dessus sur un arrêt d'accord? Madame, la lettre ou le courrier du secrétaire général, ce courrier n'a pas pour finalité de pouvoir enlever le caractère opposable de l'arrêt de la Cour. Nous ne sommes pas opposés à l'arrêt de la Cour, mais nous disons ceci, que M. Kazembe n'avait plus la confiance du parti. Parce qu'il a été... S'il vous plaît, madame, si vous me donnez 2 minutes, je voudrais comprendre le raisonnement que je voudrais construire. Je dis que l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, c'est une assemblée qui est à majorité PPRD. C'est le parti du peuple qui a la majorité à l'Assemblée provinciale. Et le parti du peuple n'a plus confiance au gouverneur. C'est qui le met dans une situation d'empêchement, dans une situation politique d'empêchement définitif. C'est pourquoi nous allons avoir un gouverneur dans cette province. Nous aurons un gouverneur dans cette province, et dans certaines provinces, il y a eu des démissions qui ont été faites. Les copies, malheureusement, ne sont pas des copies réservées. Kazembe n'a pas encore démissionné. Madame, je vous dis que nous sommes dans une situation d'empêchement définitif, et donc l'Assemblée, le poste de gouverneur au Katanga, c'est un poste qui est vacant et qui sera occupé par M. Pande Kapopo et M. Kibale. Je voudrais tout simplement dire que c'est là encore là la beauté de la démocratie. Vous avez vu que nous sommes là en train de renouveler nos institutions provinciales, et nous allons bientôt renouveler les institutions politiques nationales, notamment le Parlement et la présidence, et bien sûr d'autres institutions telles que le Sénat. Il faudrait que notre opposition puisse se mobiliser pour ces élections plutôt que de se mobiliser pour la destruction, plutôt que de se mobiliser pour la contestation. Parce que cette contestation qui, sous fond de guerre, ces contestations vont nous ramener dans des situations que certains pays déplorent aujourd'hui. Regardez le Sud-Soudan, tout plus proche de nous. Nous voulons que nos amis arrêtent ces prophéties machiavéliques et apocalyptiques, qu'ils se mettent dans la voie de la démocratie. Et cette voie, c'est la voie de la raison. Vous l'avez déjà dit. Merci. Alors, Daniel Safou, cette sorte de vague, de motion de défiance, de démission sur l'ensemble, quasiment l'ensemble des provinces traduit quoi? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des élections en vue. Madame, je suis estomaqué. C'est très grave d'entendre un jeune du PPRD dire que notre secrétaire général lui a retiré la confiance. C'est ça la phrase. Ça peut se faire, hein? Ça peut se faire. Attention, madame. Regarde, madame. Ça peut se faire. Les avis de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Madame, hier nous avons vu les PPRD à la tête Chadar aller déposer la requête sur l'interprétation de l'article 70. Je pense... Pas seulement 70, 103 et 105. Je pense, pour Chadari, la source de légitimité, c'est la Cour constitutionnelle. À moins que je me trompe, entre guillemets. Oui. Mais j'entends ici dire on lui a retiré la confiance.
Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez en venir au fait qu'on lui a retiré la confiance? Je vous donne l'information, madame. Il y a le gouverneur de Tchouapa, il y a Okatanga, le secrétaire général, évidemment, Chadar, il les a appelés en catimini pour leur demander, ça c'est une information vraie, pour leur demander de retirer, n'est-ce pas, de retirer, de déposer leur démission, lettre de démission. Ces derniers ont refusé, ils ne l'ont pas fait. Du moment où ils ne l'ont pas fait, ils sont bloqués par rapport, n'est-ce pas, à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a réhabilité ces gouverneurs-là. Quand mon ami répond, il dit que non, notre secrétaire général lui a répondu, n'est-ce pas, la confiance. Et il dit qu'il y a eu un empêchement définitif. Non, attendez, madame. Qu'est-ce que le secrétaire général a à voir face à l'arrêt d'un accord constitutionnel? J'ai dit blabla. C'était le point de départ d'une procédure. Non, il n'y a pas procédure. Il y a l'arrêt. L'arrêt est là. L'arrêt est là. Okay. On réhabilite, n'est-ce pas, les gouverneurs. D'accord. Alors, vous allez passer par quoi? Je vous donne une autre information. Parce qu'ils sont bloqués par l'arrêt de la Cour. Voulez-vous m'écouter? D'abord, peut-être cette lettre qui lui retire sa confiance et on attend de lui qu'il démissionne. Or, vous avez dit qu'il refuse de démissionner. Il refuse de démissionner. Alors, selon lui, il y a empêchement définitif. Non, regardez, madame, ce que je vous dis. Il refuse de démissionner. Face à l'arrêt, n'est-ce pas, de la Cour, je crois que le secrétaire général ne tient pas. Et à la crise de confiance de ces députés. Mais la crise de confiance face à la loi, il parle de la loi, non? Il y a crise de confiance, j'accepte. Mais où est passé maintenant l'arrêt de la Cour? Qu'est-ce qui doit, n'est-ce pas, être a priori respecté? C'est l'arrêt de la Cour. Pour des raisons de bon sens, est-ce qu'il ne devait pas démissionner? Est-ce qu'il ne devait pas démissionner parce que ni son parti ni les députés ne veulent de lui? Ni son parti, ni les députés ne veulent de lui. Mais la Cour veut de lui. La Cour constitutionnelle veut de lui. Les arrêts de la Cour sont inattaquables. Vous comprenez donc? Qu'est-ce que nous devons respecter? La confiance du parti ou le respect de la loi? Nous faisons l'apologie, n'est-ce pas, du PPRD ou nous faisons l'apologie, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle? Ça sont des questions que, n'est-ce pas, nous devons nous poser là-dessus. Je reviens, madame. Soit disant. Vous avez parlé longtemps, hein. Vous avez parlé longtemps, hein. Non, vous n'avez pas parlé longtemps. Il parle et puis. Vous avez un problème avec le PPRD? Madame, je crois que monsieur Safou est en train de faire une confusion terrible. Monsieur Safou est en train de faire une confusion terrible. L'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial et l'émanation de l'Assemblée provinciale. Le gouvernement provincial ne vient pas de la Cour. Non, le gouvernement provincial est l'émanation de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire que c'est le gouvernement provincial, c'est l'Assemblée provinciale qui accouche, s'il faut dire en français facile, c'est l'Assemblée provinciale qui accouche un gouvernement provincial. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'une Assemblée provinciale qui est majoritairement du PPRD, et cette assemblée provinciale représentant du peuple, cette assemblée ne veut pas de ce gouverneur. Aujourd'hui, ce gouverneur est empêché justement, et voilà pourquoi cette fonction est vacante et sera remplacée par un autre camarade du parti, monsieur Pandé. Je voudrais donc oui, c'est notre choix, et oui, parce que c'est lui qui a été c'est le ticket de la majorité présidentielle, c'est le ticket du parti du peuple, et c'est ce ticket qui va gagner. Ce ticket va gagner au provincial, nous allons gagner au national, nous allons gagner à la présidentielle, nous allons gagner dans les communes, parce que nous sommes le grand parti. On va terminer. La tension est montée d'un cran et on attend des deux camps, que ce soit le régime en place ou l'opposition, d'un peu de bon sens pour que ça pète pas, passez-moi l'expression. Et il y a ces actions envisagées par le Rassemblement, décidées au dernier conclave, des villes mortes, des actions de désobéissance civile. Or, vous savez, vous et moi, que quand il y a des manifestations de rue, il y a des morts et des blessés. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie de sortie pour faire pression? Madame, je me répartis de la pensée du professeur Njoli qui trouve il y a existence de la Constitution s'il y a résistance, n'est-ce pas, du peuple. Nous sommes passés, n'est-ce pas, à la phase de la résistance. Comme mon ami dit, le PPRD c'est des grands partis. Par rapport à quoi? Par rapport au détournement, par rapport à l'immoralité. On n'a plus le temps, hein? Oui, je sais qu'on n'a pas le temps. Il dit grand parti, nous allons gagner dans les communes. Vous rêvez, mon ami. Le PPRD va faire un fiasco parce qu'il n'a pas répondu aux besoins fondamentaux de la population. Madame, c'est grave. Aujourd'hui, l'opposition authentique, quand je parle d'opposition authentique, n'est-ce pas, je ne fais pas allusion au Lengakoy, trouve que le 8 et le 9 du mois d'août, il y aura ville morte et ça va réussir. Le 31 septembre, si la CENI ne convoque pas le corps électoral, madame, nous allons considérer Kabila comme étant un président qui n'existait pas, constitutionnellement. Ça veut dire quoi? Il y a des actions qui sont prévues
Notamment, si on ne convoque pas, n'est-ce pas, les corps électoraux, il y a des actions graves telles que ne pas payer l'électricité, ne pas payer l'eau. Vous comprenez? Ça va, n'est-ce pas, déstabiliser l'administration. D'accord. Merci. Madame, ce que j'ai dit, au nom, n'est-ce pas, de l'article 64, que l'opposition attend actionner d'ici là. D'accord. Je voudrais remercier M. Safou pour cette belle publicité, mais je voudrais tout simplement dire ceci, que aujourd'hui, nous sommes en train, vous êtes Congolais et Congolaises, en train de suivre un débat entre deux jeunes, un anarchiste et un républicain que je suis, entre quelqu'un qui veut que nous sommes dans un non-État, donc il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'institution, et un républicain qui est un légaliste qui dit qu'il y a une constitution, et donc nous allons rester dans le respect de la constitution. Je voudrais tout simplement dire, madame, que vous avez suivi tout ce qui nous promettait en 2016, carton jaune, carton rouge. Aujourd'hui, je ne sais pas quel carton reste. Et maintenant, ils veulent encore rééditer des sauces que nous avons goûtées et qui malheureusement n'ont aucun impact, parce que le peuple congolais sait aujourd'hui que ceux qui parlaient de villes mortes et qui parlaient de marches pacifiques, en réalité qui étaient des marches destructrices, aujourd'hui sont dans les institutions, et ceux qui promettent aujourd'hui, en fait, ils veulent juste être dans les institutions, pas par les élections, mais par des conciliabules, de partage équilibré. Ça ne réussira pas. Parce qu'au nom de l'article 64 alinéa 2, le peuple va mettre en déroute toutes ces tentatives de déstabilisation d'un pouvoir constitutionnel. Merci d'être passé dans ce débriefing. Il est du PPAD, porte-parole des jeunes leaders. Daniel Safou, un confrère journaliste, mais proche de l'opposition. Il est éditeur du journal Les Points Saillants Plus, qui a été suspendu, c'est ça? Suspendu, et bientôt là, le journal va reprendre dans une semaine. Merci. Tant plus que le combat devient... On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débriefing.